Bonjour mes amis collectionneurs, est-ce que vous allez bien? Oui, ben parfait, moi aussi je vais très bien, je suis très content. Premièrement, grâce au vélo qui est à côté de moi. Et deuxièmement, vous l'avez peut-être remarqué, le son est de meilleure qualité grâce à ce petit truc qui dépasse, oui, un micro les gars, j'ai investi dans un micro. Et oui, vous avez été nombreux à me le demander. C'est vrai que les vidéos étaient d'une qualité sonore assez médiocre. Donc, j'ai sauté le pas, j'ai investi dans un micro, j'ai investi dans une nouvelle caméra. Là, je suis à fond. Je pense que vraiment, on va s'amuser, on va apporter un peu plus de qualité aux vidéos. Ça va être le top, les gars. Donc, aussi, je profite pour annoncer, vous l'avez peut-être aussi remarqué, je vais produire moins de vidéos. On était à un moment à une vidéo par semaine. Je ne dis pas que ça n'arrivera pas. Des fois, je produirai encore une vidéo par semaine. Mais en général, je vais vraiment baisser le rythme. Je préfère produire des vidéos de très bonne qualité et moins nombreuses que me sentir obligé, forcé à chaque semaine faire une vidéo et voilà, ce n'est pas le but. Ce n'est pas le but et je préfère faire de la bonne qualité, du contenu riche plutôt que juste faire une vidéo pour faire une vidéo. Donc voilà, donc je préfère vous dire ça. Aussi il y a un aspect écologique, une prise de conscience car il y a plein de créateurs sur YouTube, il y a plein de milliers, de millions d'heures de vidéos et tout ça, il faut le stocker quelque part. Il faut produire des centres énormes pour stocker ces heures de vidéos, toute cette data, toute cette information et ça pollue. Ce n'est pas quelque chose de très bon pour l'environnement. Donc, on va baisser le rythme. Je vais peut-être sortir des algorithmes YouTube. Je sens aussi YouTube qui nous met une pression à nous les créateurs de produire plus. Dès qu'on produit moins, ils nous mettent les résultats négatifs et je n'ai pas envie de tomber dans ce cercle, dans ce piège de vouloir produire pour avoir plus de followers. Tout ça, non, je n'ai pas vraiment envie de tomber dans ça. J'étais un peu victime de ça et j'essaie de me libérer un peu. De vraiment prendre plaisir à ce que je fais, ne pas être un esclave de YouTube, ni même un esclave de mes followers. Je suis désolé, mais vous allez le voir. Le but c'est d'être bien, d'être heureux, de produire du contenu qui nous motive et de ne pas être forcé parce que sinon tôt ou tard ça va se ressentir et je préfère continuer à être aussi motivé comme d'habitude et de vous faire des vidéos de fou. Donc voilà, petite parenthèse pour vous parler un peu de ce qui va devenir la chaîne Bicycle Collector. Et en même temps aussi, vous l'avez déjà vu peut-être avec certains vélos, avec le Doléac que je vous avais présenté il y a quelques semaines. Donc aujourd'hui, j'enchaîne en vous présentant des vélos artisanaux. Donc je vous ai présenté, je vous avais fait des vidéos de fou avec Colnago C35, Bianchi Centenario, Sinelli Golden Black. Voilà, je vous ai présenté des mastodontes du cyclisme. Mais là, j'ai envie d'enrichir votre culture générale, mais aussi la mienne, en cherchant dans les rues cachées les grands artisans de l'époque, les artisans de l'ombre, parce que certains artisans étaient très peu connus. Et la France, l'Italie, elle regorge d'artisans et c'était des pays qui étaient très très riches d'artisans alors que finalement on ne connaît qu'en Italie, on connaît Colnago, Bianchi, Pinarello et en gros ça s'arrête là, à part quelques exceptions, De Rosa, mais bon, Sinelli, mais il y en avait plein, il y a une richesse énorme. En France, c'est pareil, on connaît Peugeot, Motobécane, Gitane, Mercier, mais il y en avait plein. La France était riche en artisans et on ne les connaît pas. Et dans ma chaîne, j'ai envie de les faire, de découvrir ces artisans, qu'on découvre tout ça ensemble et ça va être vraiment le top. Donc, je vais partir à la recherche de ces vélos. Dès que j'aurai l'occasion d'en trouver, parce que bon, ça ne court pas les rues, je vais vous les présenter. On va découvrir ensemble la différence entre un vélo artisanal et d'un vélo produit en série. Parce que si vous regardez les vélos Peugeot, les PY10, TX10,
c'est joli, moi j'aime bien, hein, mais quand on regarde les finitions des raccords et tout ça, c'est grossier, c'est grossier. Et vous avez certains artisans qui faisaient un travail exceptionnel, exceptionnel, et des vélos qui sont d'une qualité de soudure, de petits détails qui dépassent même celles des grands classiques comme les Colnago et tout ça. Et malheureusement, c'est très peu connu. Mais on va essayer de découvrir tout ça ensemble. Je vais essayer de vous montrer. Et aujourd'hui, j'ai un parfait exemple. Vous l'avez vu avec le Doleac aussi, une très belle pièce. Mais aujourd'hui, j'ai aussi un autre exemple. Donc, un vélo Limongi. Limongi. Donc, Limongi, c'était une marque qui avait été créée par Giuseppe Limongi. Et malgré son nom italien, parce que bon, d'origine italienne, ce monsieur-là était français. Français. Il a commencé sa carrière très tôt, pendant qu'il était jeune adolescent. Et il a fini sa carrière très tard, à un âge vraiment très avancé. Il a vraiment dépassé l'âge de la retraite. Et c'est vrai que maintenant en France, on veut partir à la retraite le plus tôt possible, mais il y avait des gens qui aimaient leur travail et qui ont produit des cadres même avec 80 ans. Hein. Et c'est le cas de monsieur Giuseppe Limongi qui avait commencé dans les années 20 et il avait appris son métier avec le cadreur du cycliste Jacques Anquetil. Donc il avait appris avec ce cadreur-là. Et après il avait créé son magasin à côté de Paris. Donc il avait créé sa propre boutique. Et après, aux années 80, il est parti aux États-Unis. Donc il est parti vivre son rêve américain. Et là il a travaillé, il est resté dans le milieu. Il a travaillé à New Jersey en fabriquant les cadres Paris Sport. Donc Paris Sport, malgré le nom, c'est une marque américaine très connue aux États-Unis, une marque très reconnue. Et après, plus tard, il a quitté l'entreprise et il est allé au Canada où il a créé à nouveau sa propre marque. Il a produit des cadres sous son nom, dont les cadres Limongi. Et ce vélo, c'est un de ces exemples, car c'est un vélo des années, moi je dirais 84. Si vous avez plus d'infos, vous me corrigerez, mais je pense que ce vélo-là a été produit en 1984. Et donc c'était une production canadienne, donc faite au Canada. Donc vraiment c'est une marque, mais après Limongi, il était français, donc on peut dire franco-canadien. Et au Canada aussi, on connaît beaucoup cet artisan, Giuseppe Limongi, il est très connu au Canada. Il faut savoir que le Canada a aussi certains artisans, souvent venus de l'Europe, qui se sont installés là-bas et qui ont produit des beaux vélos. Hein. Il faut vraiment, ils ont des belles pièces aussi. Et Giuseppe Limongi, ben voilà, c'est un exemple. Et ces cadres vraiment sont vraiment exceptionnels. Moi, vraiment, quand j'ai vu celui-là, j'étais vraiment impressionné parce que c'est rare de voir des soudures d'une si grande qualité. Vraiment, c'est exceptionnel. Mais ce vélo, en fait, c'est un vélo de piste. Donc, de piste, pour ceux qui connaissent pas, c'est un peu comme les fixie. Donc, on a un pignon fixe à l'arrière. Je ne vais pas rentrer trop dans les détails. Si vous savez pas ce que c'est, vous taperez sur Internet. Mais un pignon fixe, en gros, ça tourne tout le temps. Il est solidaire au pédalier. Donc, quand vous avancez, ça avance. Par contre, si vous arrêtez, ça bloque la roue. C'est pas comme une roue libre la roue continue à tourner. Non, non. Dès que je bloque le pédalier, la roue se bloque. Et je peux aussi faire une marche arrière. Après, il faut être habile pour faire les marches arrière. Moi, j'ai essayé en fixie et voilà, le résultat n'était pas terrible. J'ai failli me tuer, mais il y a des gens qui gèrent bien. Et en plus, les vrais vélos de piste, ils n'ont pas le petit perçage pour les étriers de frein. Donc ici, à l'arrière, il n'y a pas le perçage. Et au niveau de la fourche, il n'y a pas le perçage. Donc vous ne pouvez pas installer un étrier de frein. En fait, on bloque la roue avec la force des jambes en coinçant bien fort. Par contre, quand vous roulez vite, ce n'est pas évident. Hein. Donc voilà, c'est des vélos de piste que généralement on les utilise dans des vélodromes, on tourne autour. Ce sont aussi les vélos qui étaient utilisés pour battre les records de l'heure. Donc c'est des vélos piste. Et celui-là vraiment, il est magnifique. Pour ceux qui aiment connaître les rapports, je vais vous renseigner. Donc on est avec un pédalier de 51 et un pignon fixe Campagnolo de 16 dents. Donc c'est costaud.
Et donc c'est une très belle pièce avec vraiment pour vous montrer la qualité du travail. Regardez les raccords. Les raccords, normalement, les soudures, c'est invisible. Ça a été tellement bien fait. Et ça, c'est très très rare de trouver cette qualité de finition. C'est rarissime. Là, on voit rien. C'est invisible. C'est beau. C'est parfait. Regardez le boîtier de pédalier. C'est parfait. C'est une qualité exceptionnelle. Et pour faire ça, il fallait vraiment maîtriser la technique. Il fallait être doué. Ce n'est pas n'importe qui vous fait ça. Regardez aussi quelque chose que j'ai adoré sur ce vélo, le serrage de la tige de selle par l'arrière. Cela était aussi, c'était pas Limongi qui a inventé ça, mais c'est d'une beauté. Voilà, même comme on voit ici, les haubans comme ils remontent, la soudure au niveau des raccords, c'est beau, c'est propre, c'est élégant, c'est sublime, c'est sublime. Et après, pour ce type de raccord, il y avait Vitus, notamment le modèle 992, qui utilisait ce type de serrage de tige de selle. Nous avions aussi, il y a plein de marques qui ont fait certains modèles comme ça. Hein. Il y avait même une marque connue, Contini, une marque espagnole, malgré le nom qui ressemble italien. C'était une marque espagnole qui utilisait aussi ce serrage de tige de selle. Mais là, c'est beau. Franchement, c'est beau, c'est bien réussi. Les raccords sont sublimes. La fourche, regardez la tête de fourche comment elle revient en arrière. Une fourche vraiment aérodynamique. Voilà, c'est magnifique, elle est belle comme tout. C'était le même type de fourche qu'ils utilisaient dans certains vélos Cinelli laser. Même dans d'autres vélos de piste, on retrouve ce type de fourche Columbus. Donc le cadre, c'est un cadre en acier Columbus. Donc très très belle pièce. Donc quoi dire autre? Aussi les raccords Zeus Pista. Donc ce n'est pas du Campagnolo, ils ont utilisé des raccords Zeus, c'est un peu rare à vrai dire. Les moyeux des roues, ce sont des Campagnolo record grande flasque, magnifique, sublime. En plus, les rayons sont ligaturés, donc vraiment plus grande rigidité. Donc c'est vraiment un vélo fait pour sprinter, pour foncer, pour aller à toute vitesse. Quoi d'autre? Oui, pédalier et boîtier de pédalier Tevano. Donc il faut savoir que Tevano c'était fabriqué par Especialité TA, donc qui ont voulu italianiser le nom de la marque en créant Tevano, la marque Tevano, mais c'est la même, c'est Spécialité TA. Et voilà, donc c'était typique à l'époque, les vélos italiens c'était très reconnu, et certaines marques qui n'étaient pas italiennes, pour mieux vendre, ils n'hésitaient pas à italianiser les noms de certains composants ou même à créer des marques à part, comme ça a été le cas pour Spécialité TA qui a créé Tevano. Donc voilà, j'insiste encore, pour moi les soudures c'est magnifique. N'hésitez pas à comparer avec d'autres vélos, vous verrez, ce n'est pas évident de faire des belles soudures, et là c'est propre, c'est vraiment sublime. Le guidon Cinelli aussi qui vraiment est magnifique. Voilà, guidon typique piste. Donc voilà, après les boyaux ils sont secs malheureusement. Bon, après le vélo, il faut savoir que je l'ai eu 100% d'origine. C'est vraiment exceptionnel. Il a été stocké depuis l'époque et il n'a jamais servi, il n'a jamais subi de modification. Donc il est vraiment dans son jus, 100% d'origine. Donc c'est une très belle pièce. C'est vraiment, quand on a des pièces comme ça, c'est superbe car ça nous permet, ce sont des témoins qui nous montrent comment les vélos étaient faits, comment ils étaient équipés. Et c'est superbe, c'est superbe. Quand on a ça, quand on aime ça, on se réjouit parce que c'est que du bonheur. Et bon, les boyaux sont secs, mais c'est rien de méchant. On peut les remplacer, ce n'est pas grave. Après, tout est d'origine. Bon, la peinture est propre, mais les chromes, ils ont souffert. Les chromes sont assez piqués. Apparemment, c'était typique des vélos Limongi. Donc on peut pas trop lui demander. Déjà, c'est déjà pas mal, mais apparemment la qualité des chromes, ce n'était pas la meilleure qualité. Donc j'ai déjà vu d'autres vélos en me renseignant. J'ai vu d'autres vélos qui avaient le même souci. Les chromes, apparemment, ça vieillit mal. Donc peut-être ils utilisaient une mauvaise qualité de chromage ou peut-être ils maîtrisaient pas trop la technique du chromage. Mais
voilà, après, c'est dommage de tout refaire, parce que c'est si je devais refaire les chromes, il faudrait sûrement refaire la peinture et tout. Donc, je pense pas que je vais laisser comme ça, parce que la peinture, quand même, elle est très propre, elle a bien vieilli. Aussi, une autre particularité des vélos Limonji, surtout c'est le cas pour celui-là, le jeu de direction, c'est vraiment un jeu de direction Limonji. C'était vraiment Limonji qui faisait ses propres jeux de direction avec un alliage léger. Et voilà, donc ce n'est pas du Campagnolo, ce n'est pas du Shimano, c'est vraiment du jeu de direction Limonji. Il faisait aussi des boîtiers de pédalier Limonji. Bon, celui-là, il n'est pas équipé avec ce type de boîtier de pédalier, mais il fabriquait aussi des boîtiers de pédalier de Limonji. Donc voilà, Limonji aussi a fabriqué des vélos pour les plus grands cyclistes. Et Greg LeMond, Laurent Fignon, Pascal Jules, ils ont tous roulé avec des vélos Limonji, Giuseppe Limonji. Malheureusement, comme c'était fréquent à l'époque, on ne pouvait pas le dire. Et lorsque un cycliste qui était sponsorisé par une grande marque, il ne pouvait pas dire que son vélo a été fabriqué par un artisan. Beaucoup d'artisans, ils ont resté dans l'ombre à cause de ça. Hein. C'est vraiment, ils étaient connus que vraiment dans le milieu, dans le cercle fermé des cyclistes, dans le monde du cyclisme, parce que sinon, le grand public, quand il voyait Laurent Fignon ou Greg LeMond, ils ne voyaient pas marqué Limonji. Hein. Ils étaient sponsorisés par les grandes marques et ce qu'ils faisaient, c'est que Limonji, par exemple, ou d'autres artisans, ils fabriquaient les vélos pour le cycliste et après ils venaient les repeindre et les rebadger avec la marque qui sponsorisait l'équipe. Donc c'était très courant. Il faut savoir aussi que Giuseppe Limonji a fabriqué des vélos pour l'équipe gitane, pour l'équipe Renault Elf. Donc pour les cycles gitanes, beaucoup de vélos gitanes de l'équipe Renault Elf ont été fabriqués par Giuseppe Limonji. Donc c'est vraiment un grand personnage. Hein, qui a fabriqué vraiment des vélos qui étaient vraiment qui faisaient vraiment partie du milieu du cyclisme professionnel et qui malheureusement est très peu connu. Je dois l'avouer, avant d'avoir eu ce vélo, je ne connaissais pas les vélos Limonji. C'est pour ça que c'est superbe de partir à la recherche de ces vélos artisans, parce que ça va enrichir votre culture, ça va enrichir ma culture personnelle. Donc oui, même si vous voyez cette vidéo, si vous avez des renseignements complémentaires, des informations complémentaires, n'hésitez pas à le laisser en commentaire. Ça sera superbe, on avancera tous ensemble. Il faudra partager. Voilà, n'hésitez pas. Même si vous êtes possesseur de vélos Limonji, n'hésitez pas à envoyer des photos, à partager, parce que c'est ça le but, c'est d'apprendre, de comparer les modèles, de voir les évolutions au fur des années et moi je trouve que c'est superbe. Donc voilà, je n'ai pas honte de dire que je ne connaissais pas cette marque avant d'avoir eu le vélo. Non, c'est comme ça qu'on apprend. Hein. Si on dit qu'on sait tout, on se croit très intelligent, on restera là, on restera con en quelque sorte. Alors que quand on est ouvert à la connaissance, on avoue qu'on ne sait pas tout et on apprend ensemble, on évolue ensemble et c'est là vraiment que ça devient enrichissant, que ça devient intéressant. Voilà. Donc ce vélo, je pense qu'il a juste besoin d'un petit nettoyage, des boyaux neufs et après, bon, ce n'est pas le genre de vélo que je garde dans ma collection, ce n'est pas le genre de vélo que je collectionne, donc je pense que je le mettrai à la vente certainement. Donc ça sera l'occasion aussi pour vous si vous collectionnez ces vélos artisanaux, d'avoir une très belle pièce, une pièce qui est vraiment exceptionnelle même. Je vous dis, même le ruban de centre est d'origine, tout est d'origine. La selle, voilà, une Sinelli, voilà, bon après elle est pas en très bon état, voilà, mais voilà, c'est un vélo dans son jus, un vélo qui a une histoire, il y a certains qui disent une âme. Moi, j'aime pas trop attribuer ce terme à un objet, mais bon, c'est un vélo, voilà, qui a une histoire. Il y a derrière un grand artisan et justement, aussi, c'est en observant ces vélos qu'on voit vraiment le travail. Et comparez-les, regardez vraiment, je vais vous faire des premiers plans, regardez les premiers plans des raccords, comparez avec d'autres vélos que vous allez voir qui sont d'artisans voilà, moins reconnus ou des vélos produits en série. Ce n'est pas pareil, je peux vous garantir, ce n'est pas pareil. C'est là qu'on voit vraiment le travail d'artisan
et toute la beauté du cadre. Regardez les pattes arrière, c'est percé, c'est bien fait, c'est bien fini. Il n'y a pas un défaut sur ce vélo. Hein. Limongi aussi, on les reconnaît aussi, parce que Limongi a fabriqué beaucoup de vélos, des vélos qui n'étaient pas vendus avec son nom et qui ont été repeints ou vendus sous le nom d'autres marques. Donc on les reconnaît aussi par des fois dans le dans le tube de direction, il y a gravé Limongi. Bon, ici ce n'est pas le cas. Ici, ça a été fait sous le boîtier de pédalier. Donc ça dépend les années, ils les mettaient à un endroit ou à un autre. Mais ici, sous le boîtier de pédalier, vous avez aussi la gravure. Il y a marqué gravé Limongi. Donc ça peut aussi vous permettre, si vous aviez des vélos et vous ne saviez pas qu'est-ce que c'était, si vous voyez écrit Limongi, vous saurez maintenant que c'était Giuseppe Limongi qui a fabriqué votre vélo. Bon les gars, écoutez, c'est parti pour une petite remise en état de ce magnifique Limongi. Check the mic and make sure it sound right, boys. Bon, à chaque fois que je dois démonter une partie fixe d'un boîtier de pédalier, j'avoue que j'ai la trouille. Bon, espérons que cette fois, ça sera plus simple qu'avec le Doléac. C'était pas gagné d'avance, hein, mais c'est bon. Bon, c'était un pas de vis français, donc pour le dévisser, c'était le sens anti-horaire, donc classique. Mais s'il s'agit d'un pas de vis anglais, il faut serrer pour venir dévisser. Voilà, là ça sort nickel. Il a fallu forcer un peu. Voilà, donc c'est là. Donc très important d'utiliser les bons outils parce que vraiment avec une clé anglaise, ça serait vraiment difficile. Je pense que vous feriez plus de mal que de bien. Vous abîmeriez complètement la partie fixe même. Vous risquez d'abîmer le cadre. Donc vraiment très important d'utiliser les bons outils, surtout quand c'est dur, quand c'est bien serré. Voilà, allez, on continue. Alors maintenant, je suis face à un dilemme car les chromes sont en très mauvais état et donc j'aurai deux solutions. La première, je refais faire les chromes. Mais cette solution ne me convient pas car il faudrait aussi faire la peinture et ça serait dommage car la peinture est relativement propre et elle est d'origine, donc je n'ai pas vraiment envie de modifier ça. Donc ce que je vais faire, c'est l'option B, ça sera de faire de mon mieux, de venir avec de la laine d'acier très très fine, du 000, venir frotter doucement en faisant attention parce que à certains endroits ça s'écaille très facilement, donc venir essayer de sauver au maximum les chromes pour qu'ils brillent un peu plus, pour améliorer un peu l'aspect du vélo. Et après avec une crème, avec un rénovateur de chrome, vraiment appliquer tout ça et je pense que déjà le résultat sera beaucoup mieux. Bon, on verra ce que ça donne à la fin, mais bon, ça pourra pas être pire. Allez, et c'est parti! It sound right, boy. Bien, nous arrivons au moment de s'occuper des roues et surtout, plus spécialement, des boyaux. Donc, les boyaux, c'est vraiment c'est quelque chose à part. Ce n'est pas comme les pneus, c'est beaucoup plus compliqué. Après, la sensation sur route, elle est meilleure, il faut le dire. C'est beaucoup plus. Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de comparer, mais essayez-le, vous verrez la différence. Mais pour poser un boyau, c'est vraiment une science. Il faut être tranquille, il faut prendre son temps. Il y a tout un rituel qui peut décourager à certains, qui est assez pénible, il faut le dire. Mais voilà, on va s'attaquer et je vais vous montrer un peu comment on fait. Donc déjà la phase 1, ça va être d'enlever ça, qui est très collé, très pourri. Donc il va falloir réussir à enlever le boyau ancien. Allez!
Donc ici, comme vous voyez, c'est assez dégueulasse. Donc la colle qui a séché. Donc il va falloir venir dans un premier temps nettoyer tout ça, enlever tout ça. Il faudra bien le polir. Vous pouvez vous aider avec un tournevis. Après, il faudra venir avec du papier à grains pour venir frotter et enlever tous ces débris. Donc avant de m'occuper de la jante, je vais m'attaquer au boyau car il y a pas mal de travail à faire dessus. Donc moi sur ce vélo, je vais utiliser des boyaux anciens, un peu que j'ai récupérés sur d'autres roues parce que bon voilà, quand ils sont un peu vieillis, ça leur donne un aspect et je pense que ça ira bien avec le vélo, ça fera plus authentique. Donc moi je vais utiliser des boyaux déjà usés. Par contre, si vous montez des boyaux neufs, les boyaux, quand ils sont neufs, ils sont très comprimés. Donc le but c'est de gonfler à bloc le boyau. Vous gonflez, vous gonflez, vous gonflez. Et quand vous gonflez votre boyau, il va se retourner, ça va faire ça. Voilà, il va être de ce côté, c'est normal. Vous laissez faire et vous laissez reposer 24 heures avec votre boyau gonflé à fond. Parce que si vous essayez, vous verrez que si vous essayez avec un boyau neuf de l'installer, de le monter directement sur la jante, ça va être très compliqué. Vous ne pourrez pas, il faut vraiment qu'il se dilate, qu'il prenne, voilà, qu'il prenne la forme. Donc, vous laissez 24 heures le boyau pardon, bien gonflé. En attendant, vous pouvez déjà, une fois que vous allez gonfler à fond, vous allez préparer la surface là où vous allez mettre votre colle, car les boyaux, il faut les coller. Pas comme font certains. Et avec du papier sablé, voilà, je déchire un petit bout et vous venez préparer votre surface du boyau. Ça, je parle bien sûr avec un boyau neuf. Bon, vous pouvez aussi le faire avec un boyau déjà usé, ça servira bien. Et la surface là où vous allez appliquer la colle, vous venez la poncer, toute la surface, vous poncez bien. Voilà, vous faites tout le tour. Voilà. Après, vous appliquez une colle spéciale boyau. Donc moi j'ai une colle Continental, vraiment spéciale pour boyau. Et ces colles, faites attention, elles sont vraiment dégueulasses. Et ça colle de partout, c'est horrible. Donc soyez soigneux lorsque vous allez appliquer cette colle. Ne mettez pas trop parce que après ça dégouline de partout. Donc ça, allez-y doucement. Donc vous appliquez votre colle avec le petit pinceau. Même si vous n'allez pas installer le boyau, vous allez comprendre pourquoi. Donc ici, vous appliquez la colle, une petite couche. Par contre, sur toute la surface, voilà, sur toute la surface du boyau. Et vous le laissez reposer 24 heures. 24 heures comme ça, avec la colle et avec le boyau gonflé à bloc. Pourquoi je vais faire ça? Évidemment, ce n'est pas pour venir coller le boyau directement, mais la partie qui sera en contact de la jante, c'est une partie en tissu et elle est très poreuse. Et si vous mettez une colle directement sur le boyau et vous collez à la jante, ça va pas bien tenir. Donc il faut déjà appliquer une première couche de colle qui, lorsqu'elle séchera, ça servira. Ça rendra moins perméable ce tissu-là. Et lorsque vous appliquerez la deuxième couche de colle, ça se collera beaucoup mieux. Il y a des gens qui ils mettent une couche, ils laissent 24 heures sécher, ils remettent une autre couche, ils laissent 24 heures sécher, ils refont le processus et seulement après, ils viennent coller leur boyau. Moi, honnêtement, je ne fais pas ça. C'est après, voilà, si vous êtes vraiment... Si vous allez faire de la compétition, si vraiment vos boyaux, vos pneus, votre jante va monter en température lors d'un freinage très long, en descente de montagne et tout ça, là oui, soyez prudents, faites bien les choses. Par contre, moi honnêtement, ce que je fais, et jusqu'à ce jour j'ai jamais eu de soucis, c'est une couche, je laisse reposer. Et après, j'applique directement la colle et je colle directement sur la jante. Après, bien sûr, vous appliquerez une couche de colle aussi sur la jante et les deux couches en contact, mais ça fera, normalement, c'est assez
assez solide. Après, si vous voulez aller plus loin, ben, vous appliquez vos 3 couches de colle et après vous appliquez la couche finale. Mais honnêtement, voilà, c'est pousser le truc un peu loin. Là, ça veut dire que vous avez quand même 4 jours d'attente avant de pouvoir utiliser votre boyau. Donc, c'est pas le top, c'est pas le top. Donc déjà là, c'est assez long. On va laisser 24 heures en sachant que une fois ça sera sec, je viendrai appliquer ma couche de colle sur le boyau et sur la jante. Après, il faudra laisser à nouveau reposer 24 heures. Donc ça fait quand même 2 jours avec une méthode, la méthode on va dire la plus rapide. Donc moi, jusqu'à ce jour, j'ai pas eu de soucis. Après, j'insiste, si vous allez vraiment faire des descentes de colle où vous allez freiner beaucoup, où la jante va monter en température, où la colle peut se liquidifier à nouveau, se liquéfier, pardon. Dans ce cas, oui, n'hésitez pas à appliquer, à prendre vos mesures de précaution, à vraiment appliquer les 3 couches de colle. Et là, vous serez vraiment tranquille. Mais sinon, pas besoin. Donc voilà, donc je laisse reposer le boyau 24 heures et après, j'applique ma dernière couche de colle et je viendrai l'installer. Pendant ce temps, pendant que je laisse reposer le boyau, je vais nettoyer la jante parce que la jante, bon, il est dégueulasse et c'est ça ce qui prend beaucoup de temps. Il faut vraiment être soigneux, il faut vraiment frotter et venir tout enlever. Allez, mais c'est parti, c'est parti. C'est vraiment une tâche pénible ces boyaux. La préparation des boyaux, c'est horrible. J'espère vraiment que je ne vais pas crever au bout de 5 km parce que ça va vraiment m'énerver les gars. Ça va m'énerver. Donc voilà. Donc voilà, une fois mon boyau installé, je le gonfle à bloc et je laisse reposer 24 heures. Donc comme vous voyez, c'est vraiment tout un processus, c'est tout un rituel. Il y a une chaîne YouTube de notre ami anglais Bike IT UK. Donc il a fait une très bonne vidéo qui explique comment installer un boyau. Donc je vous laisse le lien dans la description, je vous encourage vraiment à la voir. Parce que bon, c'est pas le but de ma vidéo de vraiment montrer toutes les étapes. Donc vraiment, si ça vous intéresse, allez voir cette vidéo qui est superbe. Et après, lui, il utilise vraiment la méthode longue. Vous n'êtes pas forcément obligé à faire toutes les étapes. Mais si vous avez le temps, pourquoi pas, ça sera toujours mieux de faire vraiment toutes les étapes. Vous serez plus tranquille, plus en sécurité. Donc voilà, donc je continue parce qu'il me reste encore un boyau à placer. Allez! Bon, ça tombe très bien car j'ai retrouvé dans mon stock des magnifiques pédales piste à filetage français. Donc elles seront parfaites pour les installer sur ce vélo. Et après, peut-être, je me ferai plaisir et j'irai faire un petit tour avec ce magnifique vélo. Bon, voilà notre vélo enfin restauré. Bon, ce n'est pas vraiment ce qu'on appelle une restauration, c'est plutôt une petite remise en état, lubrification, nettoyage. Mais franchement, il est déjà beaucoup mieux que quand je l'ai reçu. Surtout, il est en état d'être utilisé. Et franchement, je ne vais pas résister. Je vais aller faire un petit tour parce que c'est le meilleur moyen de voir ce qu'il a dans le ventre. Allez, vous m'accompagnez? Eh bien, c'est parti!
You're never gonna make it, you're not good enough. There's a million other people with the same stuff. You really think you're different? Man, you must be kidding. Think you're gonna hit it, but you just don't get it. It's impossible, it's not probable, you're irresponsible. Too many obstacles, you gotta stop it, yo. You gotta take it slow, you can't be a pro. Don't waste your time no more. Who the fuck are you to tell me what to do? I don't give a damn if you say you disapprove. I'm gonna make my move, I'm gonna make it soon. And I'll do it cause it's what I wanna fucking do. Cause all these opinions and all these positions, they come in millions, they blocking your vision. But no, you can't listen, that shit is all fiction. Cause you hold the power as long as you're dreaming. There's no way that you make it. And maybe you can fake it, but you're never gonna make it. Aren't you just gonna take that? Make them take it all back. Don't tell me you believe that. Aren't you just gonna take that? Or will you fucking fight back? Bon, ben écoutez, je me suis amusé comme un jeune adolescent. Donc c'était vraiment superbe, un vélo hyper réactif, rigide. Vraiment c'est un vélo très joueur avec lequel s'amuser. C'est voilà, très belle pièce. Donc oui, quoi? Le poids? Ah oui, ben oui, le poids, j'allais oublier. Bon, j'allais pas vous quitter sans le peser, mais bon, heureusement vous me le dites. Je sais qu'il y a des obsédés du poids. Vous inquiétez pas, j'ai ici la balance. Donc on va vite répondre à la question du poids. Donc ne vous inquiétez pas. Voilà, ça arrive. J'ai certains qui sont obsédés par le poids. Hein. Bon, ce n'est pas trop mon cas, mais j'avoue que bon, sur un vélo comme ça, on est curieux de savoir combien il pèse. Hein. Donc allez, je le pose, je vais bientôt répondre à votre question. Donc ça nous fait 7,320 grammes. Donc vraiment c'est super. Et en plus il y a les pédales, normalement on les pèse sans les pédales. Donc là c'est vraiment un poids plume, hein. On peut le dire. C'est vrai que maintenant avec le carbone on fait mieux et tout ça. Mais franchement c'est 7,320 grammes, c'est un régal, c'est un régal. Donc voilà, bon je pense avoir tout dit sur ce vélo. Mettez-moi des likes les gars, mettez-moi des likes, mettez-moi des commentaires, dites-moi qu'est-ce que vous pensez de ce vélo, qu'est-ce que vous pensez de mes prouesses en fixie et aussi mettez-moi plus d'informations, si vous avez plus d'informations sur la marque, n'hésitez pas à l'indiquer. N'hésitez pas à partager, à dire à vos collègues, aux passionnés, regarde, il y a Bicycle Collector qui a fait du fixie. Voilà, et voilà, je pense avoir fait une vidéo assez sympa. C'est le but dans les futures vidéos, vous faire aussi découvrir ces marques moins connues, ces marques artisanales, des vélos d'une qualité sublime. Donc voilà, c'est ce qui vous attend dans les prochaines vidéos. Donc voilà, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo de Bicycle Collector.